Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le Prince de Venise, de Jean-Com Gonesse et Anne Romby des éditions Milan. Accompagnez-moi à Venise, où un prince fortuné, beau, courtisé est l'objet de toutes les admirations. Son palais est le lieu de bal grandiose et il possède tout ce dont un homme peut rêver. Mais un doute le ronge inlassablement. Sera-t-il un jour détrôné par un rival plus fastueux, plus riche, plus élégant? Comment rester l'unique référence aux yeux du beau monde, l'unique prince de Venise? Laissez-vous emporter pendant les quelques prochaines minutes et plongez dans cet univers littéraire unique de bals, de gondoles, de palais et de masques de Venise. Bonne écoute! Il y avait autrefois à Venise un prince pourvu de tous les dons qu'une société élégante et frivole a coutume d'admirer. Il était jeune, il était beau, brun et svelte, et portait des justes corps taillés dans un damas venu de l'Orient au pas obstiné des caravanes. Il était riche, fabuleusement. Son palais, bâti sur le grand canal, s'ornait de marbre rose et de porphyre vert. Des loggias aux colonnettes ciselées et des écussons armoriés en décoraient les façades. Que peut-il désirer encore, se demandait-on. Cet homme était apparemment le prince de Venise. Pas une fête sans qu'il y fût, une régate sans qu'il obtint la victoire de ses couleurs, un souper où l'on goûta 2 mets plus raffinés que ceux servis à sa table. Une telle fortune intriguait. D'où provenait tant de ducats et de florins jetés à poignées? Vous ne savez donc pas, chuchotait-on, il détient le pouvoir de changer les métaux en or. Ce sont des mages qui lui ont transmis le secret. Croyez-vous? Protestait un autre. On dit qu'il a hérité en Hongrie de terres immenses où les chevaux galopent par milliers. Vous n'y êtes vraiment pas, racontait un troisième en prenant un air entendu. Il possède des mines de diamants inépuisables. Et où cela? Interrogeait-on. À l'est, dans les montagnes, loin, très loin. Trop loin pour qu'on puisse aller le vérifier, insinuait un jaloux qui ne voulait y croire. Je pense, moi, qu'il a noué un pacte avec le diable. Le prince laissait chuchoter, protester, raconter, insinuer. Il était heureux de l'admiration qui escortait chacun de ses pas et malheureux à l'idée qu'elle pût un jour prendre fin. Qu'adviendrait-il de lui si un rival plus fastueux surgissait? Or, voilà qu'aux approches du carnaval, on se mit à parler du roi d'un pays nordique qui arriverait sous peu à bord d'un voilier blanc, suivi de 6 bateaux regorgeants de richesses. Il offrirait une fête de nuit somptueuse autour de Rialto et dépenserait à profusion l'or amassé par le labeur de ses sujets. Le prince s'en alarma. Il avait projeté justement de donner un bal pour clore les réjouissances de février. Les dames avaient répondu à son invitation, les grands seigneurs aussi. Venise, cet hiver-là, comme pour réserver toute la splendeur au prince,
s'entoura d'une brume froide qui répandit des grisailles dans le ciel et de la mélancolie sur les eaux. Mais plus grise, plus froide encore était l'inquiétude du prince. Verrait-on paraître ce souverain inconnu dont la magnificence risquait de surpasser la sienne? 1 heure avant que débutât le bal, le palais brillait, brûlait de tous ses feux. La soirée commença dans un éblouissement. Les gondoles accostaient, l'eau clapotait au bas d'un escalier qui conduisait les arrivants, masqués de soie noire ou de cuir doré à la feuille, jusqu'à l'étage où l'on dansait au son des violons, des luttes et des hautbois. Les pavanes solennelles succédaient aux allemandes enjouées, les rires et les mots d'esprit fusaient dans l'illusion du carnaval. Seul le prince gardait le visage découvert. Il avait voulu pour un soir le costume le plus inattendu, le plus chatoyant, sur lequel les perles et les gemmes accrochaient la lumière. Pour être plus étincelant encore, il avait fait allumer au dernier moment plus de flambeaux. Quand, passant devant le miroir qui multipliait son image, il se voyait si beau, si richement paré, il se rassurait. Personne, non, personne ne pourrait rivaliser avec lui. Et c'est lorsque, enfin, il allait atteindre au bonheur qu'un événement le rendit à sa souffrance. Sous le balcon, où il était resté un moment pour s'assurer que plus personne désormais ne venait, une gondole glissa, étonnamment silencieuse. Le gondolier semblait aussi immatériel qu'une ombre. À demi allongé parmi des coussins, un personnage masqué de blanc portait un manteau d'une richesse telle que, sur le juste corps du prince, les gemmes se ternirent, les diamants pâlirent et les perles, dans l'instant, moururent. Par quel étrange pouvoir le vêtement de cet inconnu prenait-il les lumineuses couleurs de l'aurore et, aussitôt après, la phosphorescence d'un ruissellement d'émeraude? Le prince en fut suffoqué, tandis que la gondole s'éloignait. Il voulut connaître le visage de celui qui allait lui ravir la première place aux yeux des Vénitiens. Il ordonna qu'on servît des vins capiteux à ses invités et qu'on redoublât de musique pour que son absence ne fût pas remarquée. Puis, se jetant dans une barque avec 4 rameurs, il s'élança à la poursuite de son rival. Ce fut une course acharnée dans la nuit de l'hiver, sur des canaux où s'épaississaient les ténèbres. Parfois, à l'angle d'un palais, une torche flambait. La gondole traversait le halo de clarté tremblante, comme en un cauchemar surgissent des fantômes. Le prince excitait ses rameurs, mais en pure perte. Il lui fallait désespérer de rejoindre jamais celui qui lui échappait avec une aisance diabolique. Les 2 embarcations débouchèrent sur la lagune et son immensité. La gondole allait disparaître, laissant au prince une interrogation sans réponse qu'il ne pouvait accepter. Il irait jusqu'à la haute mer et se perdrait dans les vagues si c'était nécessaire. À quoi bon retourner à Venise
s'il n'en était plus le seigneur incomparable qu'on enviait. La gondole prit la direction de l'île de Torcello. Quand il la vit pénétrer dans un canal écarté, le prince ne put retenir un cri de joie. Ce canal, il le savait, n'avait pas de sortie. Tout à coup, les nuages se déchirèrent et la lune apparut, révélant la longue coque noire immobilisée sur une eau dormante. Le gondolier, inexplicablement, s'était évaporé. Allongé au milieu des coussins, le personnage attendait. Qui que vous soyez, montrez votre visage ainsi que je le fais moi-même, exigea le prince avec de l'impatience dans la voix. L'autre ne bougeait toujours pas. Convaincu que ses richesses et son rang lui en donnaient le droit, le jeune homme céda à la colère. Il se précipita sur l'étranger, lui arracha le masque. Derrière, il n'y avait rien. Le manteau semé d'étoiles s'affaissa au fond de la gondole comme une loque désormais inutile, pendant que les joyaux, un à un, s'éteignaient. Le prince n'avait poursuivi que la vanité. Si, un peu plus tard, les dames et les seigneurs du bal avaient pu voir leur hôte debout à la proue de la barque, retournant vers Saint-Marc, ils n'auraient plus remarqué de l'inquiétude dans son regard, mais une humilité encore trop récente et sans doute quelque peu incertaine. Elle ferait de lui pourtant, cette fois, le vrai prince de Venise. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.